Stéphane Cuvelier, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes à Thionville sur cette belle tournée du nouveau spectacle Namasté ou pas, qui fait plein, aujourd'hui en tout cas c'est complet, je pense qu'on rappellera tout à l'heure les prochaines dates dans la région. Merci d'être avec nous. Alors pour définir Stéphane Cuvelier, on pourrait dire cette devise, la vie est trop courte pour ne faire qu'une seule chose. Ça résume un peu vos différentes compétences, auteur, comédien, humoriste en ce moment parce que c'est vraiment un one-man show, deux one-man show qui cartonnent, et puis scénariste également. On va refaire un peu votre parcours, mais j'ai une vraie question existentielle sur le nouveau spectacle Namasté ou pas. Par exemple, être bobo, je vois un peu ce que ça représente, mais être namasté, comment on le définit par rapport au bobo? Alors déjà, c'est deux choses, je pense, qui peuvent s'associer, parce qu'il y a beaucoup de bobos qui sont namastés. Non, en fait, par rapport au namasté, ce qui je soulève surtout, j'ai un sketch qui parlait de ça, évidemment, je ne vais pas spoiler, mais il y a des codes chez les namastésiens, comme je les appelle, qui sont très récurrents, et je les soulève beaucoup, mais toujours évidemment dans la bienveillance, il n'y a jamais de moquerie, parce qu'il n'y a pas de quoi se moquer, évidemment. C'est juste voilà, soulever l'univers dans lequel ils sont. Voilà, c'est l'univers qui me plaît chez Namasté. C'est-à-dire de prendre tout légèrement, prendre tout de façon très ludique. Tout est beau, il y a ce côté-là qui me plaît beaucoup et qui m'amuse beaucoup. Ouais, donc merci. Donc voilà, ce nouveau spectacle, il est aussi basé, je pense que vous parlez un peu des médecines parallèles en s'en moquant un petit peu. J'ai vu que ça parlait d'LGBT et de technologie, parce que là aussi, c'est intéressant de voir votre vision d'artiste sur la technologie. Votre regard, d'ailleurs, on va en parler, mais a un peu changé dans les années Covid, qui était une charnière dans votre carrière. Absolument, oui. En 99, vous êtes repéré au Point Virgule, le célèbre café-théâtre parisien. Je ne sais pas si vous voulez nous raconter ce démarrage. En fait, c'est vraiment, on pourrait dire, le point de démarrage de la carrière, de la notoriété en tout cas. Alors, pas la notoriété en tout cas, mais en fait, mon rêve étant gamin, quand je dis gamin, je devais avoir 17-18 ans, mon rêve dans ma vie, c'était de faire un one-man show, de monter à Paris et de jouer au Point Virgule. Eh bien, j'ai réalisé mon rêve, je suis monté à Paris avec un one-man show et j'ai joué au Point Virgule pendant 2 ans. Et donc ça a été le démarrage de vraiment le déclic de c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, c'est faire rire les gens. Alors il faut savoir évidemment, comme tout artiste qui se respecte quand il démarre, on joue devant 12 personnes, devant 6 personnes. Il y a des soirs où il n'y a pas un rire, il y a des soirs où on se prend vraiment une grosse gamelle et on se dit vraiment on est une grosse merde. C'est un hebdomadaire ou un quotidien? C'était tous les lundis, je jouais tous les dimanches, lundi, mardi. Donc voilà, des horaires pas évidents aussi, mais bon après à Paris, ça vit tout le temps. Donc, mais c'était le démarrage de ça, mais j'ai joué au Point Virgule et la journée j'étais caissier au BHV, donc le fameux célèbre bazar d'hôtel de ville, donc, dans le Marais. Et donc c'était très marrant de voir des gens qui venaient me voir le soir et qui le lendemain me voir comme caissier. Et c'est très artiste quand on vit à Paris, quand on démarre, quoi. Et donc j'ai démarré comme ça, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire une pièce de théâtre, et puis une deuxième, et puis une troisième, puis un deuxième one-man show. Donc là, voilà, j'ai commencé à... En tant qu'auteur aussi, vous avez fait aussi dès le départ beaucoup d'incursions dans différents styles. Un court-métrage en 2001. Dernière séance. Ouais. Là, en fait, c'est un autre registre. Ouais. On voit que là, vous êtes vraiment un comédien, pas uniquement un humoriste. Parce que vous pouvez... alors, je ne sais pas s'il y a d'autres moments de votre carrière, vous êtes rentré dans des personnages qui n'étaient pas dits de comédie, mais qui étaient plutôt... Je l'ai fait une fois. C'était un court-métrage dramatique. Mais je le faisais avec une copine qui était humoriste aussi. Donc, ce qui fait que j'apprenais souvent dans mes pièces de théâtre de comédie. Et ce qui fait qu'on avait besoin entre les prises de se faire rire. On était vraiment obligé de casser ce rythme de drame, parce que c'est pas quelque chose qui m'a plu fondamentalement. C'était intéressant, mais j'ai pas eu le plaisir de le réitérer. Je trouve beaucoup plus intéressant pour moi le comique. Et j'ai beaucoup plus de choses à faire, j'ai beaucoup plus de choses à démontrer que le drame. Mais c'était une belle expérience, quoi. Mais le premier, c'était un vrai personnage. Et l'anecdote est rigolote parce que le producteur ne voulait absolument pas de moi, mais le réalisateur voulait absolument de moi, et qui est Vincent Garin, qui a écrit par la suite, a fait des films présumés coupables, il a fait des films avec Gilles Lelouch, il a fait, enfin vraiment, très belle carrière. Dans le monde du cinéma, il est connu, quoi. Et ce qui fait que lui dit non, je l'aime bien, je le veux. Et voilà, et je tourne ce court-métrage. On va à un festival où je suis nommé meilleur dans la catégorie meilleur comédien.
Et le producteur m'avait oublié, en fait. Et il est au cinéma, et il regarde, et puis il va voir le réalisateur en disant oh, il est vraiment bien, ce gars. Hein. Franchement, vraiment, je le trouve super, quoi. Le réalisateur, mais tu ne voulais pas au début. C'était lui? Oui. Ah, c'était lui. Ouais, parce que voilà, en fait, au casting, j'étais absolument pas le personnage que l'on voit au cinéma. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait ma coupe de cheveux, il n'y avait pas les vêtements. J'ai du mal à vous reconnaître. Voilà, de ce qui fait que c'est logique qu'ils me reconnaissent. Mais c'est ça être comédien. Et le réalisateur l'avait vu, il a dit mais non, c'est ça qu'on veut. Avec en plus la coupe de cheveux et en plus les dialogues, évidemment, qui étaient nourrissants. Et les costumes, bah, évidemment, ça donne tout à fait une autre dimension, beaucoup plus intéressante, quoi. Du théâtre également, avec Le Clan des Divorcés, Ouais. qui était c'est une pièce d'Halil Vardar qui a cartonné dans tous les festivals, à Avignon et partout, à Paris. C'est une expérience. Alors justement, Halil Vardar, je crois qu'il est belge également. Il est né en Belgique et d'origine... né en Belgique. D'origine, je ne sais plus laquelle. Mais il est né en Belgique, ouais, tout à fait, à Bruxelles. Et justement, dans une de vos dernières pièces, et on reviendra un peu rétrospectivement sur les autres succès, Star d'un soir, hein, il y a une collaboration avec Halil Vardar, parce que j'ai vu aussi qu'il avait... Alors, est-ce qu'il a réécrit? Est-ce qu'il a retravaillé sur la pièce? Comment ça se passe, cette collaboration? En fait, moi, j'ai tourné cette pièce en Belgique, mais c'était avant le Covid, donc j'avais pas... ça marchait très bien pour moi, mais pas autant que maintenant. Mais j'avais fait toutes les dates que je pouvais faire, donc cette pièce, elle était dans mon tiroir. Et puis un jour, il m'appelle en me disant, voilà, j'ai vu la vidéo de Star d'un soir, j'ai vraiment adoré, et il m'a racheté les droits, tout simplement. Donc c'est vraiment purement contractuel. Donc il m'a racheté les droits, puis il a monté à Paris, un peu à sa sauce, parce que lui, Halil Vardar, c'est un one-man schiste avant tout. Et donc c'est à sa sauce, mais voilà, tout part de Star d'un soir que j'avais écrit chez moi. Donc ça reste votre création qui tourne encore aujourd'hui dans sa version, quoi. Je vais être honnête, c'est plus vraiment, ça c'est très éloigné de la mienne. Ouais, très éloigné de la mienne. Je suis pas spécialement fan de ce qu'il en a fait. Il l'a fait très bien, mais il a dénaturé pas mal de choses, notamment dans les personnages, que ça c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, il s'est approprié complètement le texte et il a le droit puisque ça lui appartient maintenant. Alors, c'était pas une première puisque vous aviez fait une trilogie, les Dessous Chic. Ça commence l'aventure en 2012. Ouais. Et là aussi, c'est un pan de votre carrière qui est l'écriture. Enfin, et à la fois, vous étiez comédien, si je ne me trompe pas, et à la fois, donc, c'est votre écriture, vos 3 pièces qui ont cartonné. Ça a été aussi un tremplin pour votre carrière et ça vous a fait beaucoup monter. Non, je ne vais pas dire que c'est un tremplin, c'est une continuation. Voilà, en fait, ça vient tout doucement. Hein, c'est-à-dire que j'avais fait le Clan des Divorcés, j'avais fait plus de 250 dates en tant que comédien dans cette pièce. J'étais reconnu et connu par cette pièce en Belgique. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens après qui m'ont dit « on veut revoir Stéphane Cuvelier ». Et c'est là le directeur du théâtre m'a dit « Écoute, Stéphane, tu n'avais pas une pièce là Dessous Chic ?» J'ai dit « Si, on va la monter. » Ok. Et moi, vraiment, en toute humilité, je dis « Ça va beaucoup moins faire rire que le Clan des Divorcés, qui est une machine de guerre, quoi. » Bon, je le fais. Et en fait, pas du tout. Les gens ont adoré autant le Clan Divorcé que les Dessous Chic, voire plus. Donc, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça a été un succès. Et là, un jour, voilà, la série se terminait. Et puis, il dit, il faudra en faire un 2. Hein. J'ai un 2, t'es sûr? Mais je vais pas faire aussi drôle que le premier. Ça va être dur, quoi. Je fais le 2 encore plus drôle que le premier. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, ça, c'est la folie. Et à peine le premier soir où on joue les Dessous Chic 2, je sors à peine du théâtre. Le directeur vient me voir et fait un 3. J'ai dit non, allez. Alors je dis, écoute, attends, je viens à peine de jouer une représentation. Ouais, mais j'ai déjà vu le succès, c'est bon. Ok. Et j'ai dit un 3, mais après j'arrête. J'ai dit, parce que si ça va être. On va tomber dans les Police Academy 18, 19. C'est déjà rare que les 2 et 3 soient aussi bons. C'est déjà très rare. Ouais. Donc et voilà, je dis c'était non. un petit peu un miracle, on va dire, d'arriver à faire des cadeau. Le personnage de Eugène, qui est naïf, qui dit les vérités, c'est aussi un personnage qui est en phase avec vous, avec votre écriture, avec votre âme artistique. Et puis il y a aussi des seconds rôles au cinéma. Alors est-ce que c'est aussi grâce aux pièces qu'on a nommées, ou grâce au court-métrage, ou c'est le bouche-à-oreille? Oui, on va dire, c'est plutôt le bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est un petit pays, la Belgique, hein, que très vite on sait qui est qui. Et comme j'étais connu, évidemment, au sein de tous les gens connus en Belgique, c'est évidemment qu'à un moment donné, mon nom circule, quoi. Mais c'est plus comme le bouche à oreille que réellement me voir sur une pièce. Il y en a qui m'ont pris grâce aux pièces.
Mais c'est très, très peu, quoi. Donc, Et puis, alors là, il y a le cataclysme qui a touché tous les artistes et le monde artistique, qui était devenu non essentiel. Si on s'en souvient bien en France, je ne sais pas si en Belgique c'était la donc même aussi, terminologie, mais c'était la même à folie, peu ouais. près la même idée. Ouais. Et là, alors que tous les artistes se sont tus et ont eu peur et se sont conformés aux directives ministérielles des différents pays, qui se ressemblaient un petit peu d'ailleurs, qui sont arrivés à peu près au même moment, avec plus ou moins les mêmes terminologies, l'instrumentalisation de la peur, on le voit un peu avec le recul. Il y en a un qui l'a ouverte, en tout cas qui s'est pas tu, qui a continué à être lui-même et peut-être qui a été plus lui-même qu'avant. Et c'est un peu l'histoire de votre carrière qui prend un tournant incroyable et qui fait basculer une carrière. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été dès le début? Non. Ça a été quoi les prémices au tout début de la crise Covid? Alors je fais un petit... je reviendrai après sur le début. Ce qui est très marrant, c'est que j'étais évidemment attaqué très profondément pendant mes prises de position. Pendant le Covid. Pendant le Covid. Et après, voilà, on disait, ah oui, c'est grâce au Covid que tu as réussi, mais tu le sais pas, en fait. Quand tu es dedans, je le savais pas. Donc voilà, là, je reviens. C'est une prise de risque. C'est même un suicide pour certains artistes, ça aurait pu passer pour un suicide de non, mais carrière. ça, moi, on m'a dit que j'étais fini. On m'a dit que j'étais fini. Les gens connus là-bas m'ont dit, mais il est terminé, QV, c'est fini, on n'entendra plus parler, c'est terminé. Et ben, je dis, comme on m'entendra plus parler, autant continuer à parler. Puisque voilà, de toute façon, apparemment, les deux sont joués. Mais en fait, c'est pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, je vais faire court évidemment, mais ce qui s'est passé, c'est que je m'emmerdais pendant le confinement. J'ai commencé à faire des petits sketchs rigolos, je veux dire. Vraiment gentillets. Et puis, il y en a un jour qui a pris le dessus. C'était, je remerciais ma belle-mère de m'avoir cousu un string. Donc, c'est ma femme qui me filme. Dit, ah, merci mamie, merci belle-maman d'avoir cousu un string. Puis ma femme me fait, mais c'est pas un string, c'est un masque. Ah merde, voilà, c'était gentillet. Je joue évidemment, là je le raconte, mais. Et ça fait 1 million de vues. Et voilà, je dis c'est chouette, mais ça s'arrête là. Et je continue à faire des petits sketchs comme ça, c'est rigolo. Jusqu'au jour où les mesures sanitaires commencent à peut être trop liberticides. Là, ça me faisait plus rire en fait. Donc là, quand c'était masque obligatoire, je suis attendez, on va se calmer là. Donc, et c'est là où j'ai commencé à ouvrir ma gueule. J'ai commencé à me dire non, attendez, c'est quoi ce monde de fou dans lequel on est? Et c'est là où j'ai eu un nouveau public. C'est-à-dire, ce qui est très marrant, mais quasi, je peux dire, je suis pas loin des 70%. 70% des gens qui venaient me voir avant, qui ne voulaient plus entendre parler de moi. Et 30% de nouveaux qui sont venus, qui après a fait l'inverse, c'est-à-dire ils sont devenus les 90% de gens qui m'ont découvert grâce au Covid. Mais c'est par mes prises de position. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu le plus souvent, la phrase qui était le plus souvent, c'est « Ah, le fait de voir, ça me faisait du bien parce que j'avais l'impression d'être folle ou fou. » Mais le fait de me dire « Ah non, ça va, il y en a qui pensent comme moi aussi, donc je ne suis pas fou ou folle. » Et comme il y en a plein de gens qui laissaient des commentaires, qui disaient « Ah, merci, je pensais que j'étais le seul, la seule. » Et là, ça a créé une communauté en disant « C'est bon, ok, il y a des gens qui sont normaux, qui sont comme nous. » Et bien évidemment… et le rire, ça faisait du bien à cette époque. Voilà, c'est vrai que je racontais toujours avec humour, au maximum. C'était toujours un petit peu piquant aussi, mais c'était… Voilà, et c'est de fil en aiguille, c'était ça le moteur des gens de me découvrir. Donc, quelque part, les gens qui vous ont dit vous êtes fini, c'était pas faux dans une part où vous avez perdu une part de votre public. Est-ce qu'on peut dire que vous en avez gagné plus ou ça s'est stabilisé? Aujourd'hui, vous remplissez plus qu'avant? Oui. A priori, on voit vos tournées. Je remplis plus et partout. C'est ça la différence. Avant, c'était que en Belgique. Je dis voilà, c'était déjà très bien, hein, je ne me plaignais pas du tout, j'étais déjà très content de… Donc une carrière française, Luxembourg. On est déjà, je crois, déjà presque 400 places vendues au Luxembourg. Enfin, je veux dire, jamais j'aurais rempli même une salle de 20, je suis quasi sûr, avant le Covid, j'aurais pas rempli. Je veux dire, c'est ça qui a fait le changement. Et puis au Canada, j'étais joué au Canada il y a 2 ans, c'était complet, une salle de 525 personnes. Donc je ne comprenais pas, je dis mais c'est fou. Et en fait on parlait tous la même langue et on avait tous les mêmes idées. C'est ça qui a fait que je pouvais me permettre d'aller n'importe où, dans la francophonie bien entendu. Enfin quoique je vais jouer en Espagne le mois prochain. Mais dans la francophonie… Donc là c'est une communauté française ou c'est… Non, c'est toujours, c'est Namasté ou pas. Je vais jouer, mais c'est pour la communauté française oui. Essentiellement belge, il y a beaucoup de Belges là-bas. D'accord. Mais voilà, c'était vraiment une accumulation, mais pendant d'ailleurs, j'avais dit à ma femme, et c'est ce que je dis après, j'ai dit à ma femme, j'écoute, on avait un bel appartement,
enfin, on a toujours, enfin, plus maintenant, mais on avait un bel appartement. J'écoute, voilà, ben, on me prendra peut-être plus petit. J'irai peut-être travailler comme serveur. Ben, tant pis, je veux dire, il faudra, mais je ne vais pas changer mes idées. Je ne vais pas commencer à me plier, à me mettre à quatre pattes pour ce gouvernement. Et ça a fait l'effet inverse, quoi. Donc ça m'a encore plus rapporté qu'avant. Et puis, alors, on peut parler aussi de ce gain d'inspiration, parce qu'un de vos sketchs central du précédent spectacle, Bisousk, je crois que ça veut dire bisou en Petit belge. bisou, ouais. Voilà. Et eh bien, il y a ce sketch incroyable où c'est Marraine, donc, qui, je crois qu'elle elle est à l'hôpital, elle a été dans le coma pendant des longs mois. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé un film, pareil, où une personne qui avait raté la Deuxième Guerre mondiale, enfin, j'ai pu retrouver le titre du film, mais voilà, je rechercherai encore. Et c'est vrai que ce scénario de sketch est incroyable. C'est pas Bye Bye Lénine ou peut-être, j'ai pas retrouvé, mais ouais. Ah, je vais ouais, c'est un truc, non, c'est pas le titre, mais c'est... Peut-être qu'on le mettra en description de la vidéo. Ouais. Et du coup, c'est la personne qui a raté l'épisode Covid. Ouais. Et c'est vrai que rétrospectivement, c'est génial comme sketch et comme idée de pitch, et qu'on n'aurait jamais pu croire, si quelqu'un nous avait dit ce qui allait se passer, on l'aurait immédiatement traité de complotiste. Et j'allais dire, le mot complotiste aussi, c'est l'autre question. Est-ce que d'autres artistes, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui vous est reproché ou pas, et comment vous le vivez, voilà. Ben alors le complotisme est un peu utilisé à toutes les sauces, donc ça c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Alors moi je me suis jamais donné le nom de complotiste, c'est des gens qui me l'ont donné le nom de complotiste. Mais c'est de nouveau, il y a un petit côté réducteur, parce que complotiste, c'est-à-dire c'était je suis contre les vaccins, donc je crois que la Terre est plate. Voilà dans quoi on est un petit peu. C'est lourd ça. Voilà, il y a plein de choses auxquelles je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis absolument pas d'accord de ce que j'ai entendu. Je vais prendre un exemple concret que j'entends souvent dans la sphère complotiste. Les sosies, voilà, c'est déjà plus lui est déjà mort, c'est déjà remplacé par un autre qui est son sosie. J'ai du mal avec ça. Donc voilà, donc je suis pas. Est-ce qu'il a l'œil qui brille ou... Ouais, c'est pas la même photo, c'est pas la même. Regarde, moi si tu vas voir toutes mes vidéos entre il y a 4 ans et aujourd'hui, le nombre d'images, tu te dis mais c'est pas lui, c'est pas possible, c'est pas lui. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Mais c'est que toi, c'est leur croyance, mais il faut pas tout mélanger dans les croyances. Voilà, c'est ça que le terme complotisme qui généralise tout. Non, il y a des complots. Vous pouvez aussi envoyer des petites piques à une partie de votre public. Bah, bien sûr. Et vous gardez la même intégrité qu'à l'époque du Covid où vous êtes levé, vous avez parlé alors que les autres... Mais dans le sens inverse aussi, hein, il y a des gens, quand j'ai parlé des chemtrails dans une vidéo... les chemtrails, c'est toute cette question de est-ce qu'il y a des produits chimiques dans les traces d'avions qu'on voit dans le ciel. Voilà. Ça, c'est une vaste question. D'ailleurs, j'ai vu passer quelque part, je n'ai pas vérifié, mais qu'il y avait une loi dans un des comtés américains qui interdisait ça. Bon. En tout cas, quelle est votre position là-dessus? Alors ça, c'est un sujet que les fact-checkers considèrent comme complotiste. Mais après, oui, mais après, moi, je viens les fact-checkers sont en perte de vitesse en ce moment. Oui, ils sont en perte de vitesse. Mais je viens toujours avec une preuve. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fait une vidéo là-dessus, sur les chemtrails, alors, c'est pour ça que je fais toujours de l'humour. Je fais attention, c'est pas des chemtrails. Non, c'est juste un avion qui jette des produits dans le ciel, mais c'est pas des chemtrails. On n'appelle pas ça des chemtrails. C'est juste un produit chimique. Ce qui est vrai. Donc ça, c'est prouvé. Ça, c'était dit. C'est même passé sur France 2. Évidemment, avant le Covid, je pense qu'ils n'auraient pas osé le sortir pendant le Covid parce que les gens se sont dit merde. Donc c'est vrai que peut-être ils ont raison les complotistes que si ça existe, ça existe aussi. Alors toi, mais je soulève toujours quelque chose qui m'interpelle. Voilà. Et après, les mots qu'on y met, moi, je m'en fous. Vous voulez appeler ça des chemtrails ou pas des chemtrails, je m'en fiche. Et l'inspiration artistique sur tout ce qui a été vécu pendant le Covid, ce sketch en l'occurrence, d'autres, est-ce que ça a été, inspirant, tout ce qui s'est passé, en termes artistiques? Ah oui. Là où ça m'a beaucoup inspiré, c'est que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, j'étais comme ça avant, que d'un œil. Il y a des choses que je trouvais bizarres, mais je n'avais pas encore les yeux vraiment ouverts. Le Covid m'a vraiment fait prendre conscience que, oui, on se fout de notre gueule, on nous ment depuis longtemps, il y a des mensonges gros comme des maisons, et puis cette expression, plus c'est gros, plus ça passe, c'est une expression que je trouvais bête avant le Covid. Une fois que le Covid est arrivé, je dis, non, elle a beaucoup de sens maintenant. C'est plus c'est gros, là, j'y mets là, tu y crois. Ouais. Ben pourtant, tu vois que c'est faux. Ouais, mais je pense que non. Tu le vois que c'est faux. Oui, mais je pense que non. On est tombé là-dedans. Donc je dis, mais les gens ils deviennent fous. Donc même en ayant une preuve, ça ne marche pas encore. Dans l'une de vos dernières vidéos,
vous avez un peu ce discours-là, un peu de réveiller les personnes, de dire voilà, si vous voulez obéir, obéissez, si vous voulez écouter. Alors c'était une vidéo sur la démission de Justin Trudeau au Canada. Un des young leaders, hein, il y en a d'autres, certains Emmanuel Macron, Attal, il y a beaucoup de young leaders. Et donc vous, voilà, c'est des premiers de la classe. Et vous, quelque part dans votre vidéo, qui est humoristique et engagée à la fois, comme vous le disiez, elle fait partie de ces vidéos que vous publiez régulièrement, cette réflexion sur est-ce qu'on va suivre les premiers de la classe, dès qu'ils vont nous dire vert, on va penser vert, dès qu'ils vont dire avancer, on va avancer, ou est-ce qu'on va prendre de la distance avec ces gens, est-ce qu'ils nous veulent du bien? C'est la question que vous posez un peu dans cette vidéo. Alors, et on peut aussi, j'aimerais avoir votre analyse sur le fait que Trudeau aura résisté plus longtemps que Gabriel Attal, mais alors, moins longtemps que Gabriel Attal, mais plus longtemps que Macron. Donc, vous avez un pronostic sur la durée d'Emmanuel Macron? Moi, je pense sincèrement qu'ils sont tous en panique. Ça oui. De toute façon, ça se voit. Alors, il y a un réseau que beaucoup de gens de fact-checkers n'aiment pas, c'est X, Twitter. Anciennement Twitter. Parce qu'il n'y a plus aucune censure. Ah, parce qu'il n'y a plus. Ça va il plus n'y a loin. plus, enfin, depuis que ça a été repris. Ça va plus loin. Non, ça va même plus loin que ça, parce que j'ai envie de dire, il y a sur Twitter, même avant, j'étais pas vraiment censuré. YouTube, si. Alors là, c'est ma chaîne à sauter, les vidéos qui n'ont pas été vues, j'étais bloqué plus d'une fois. Donc ça, Facebook, YouTube, c'était énorme. Facebook, j'étais combien de fois banni. Mais sur Twitter, pas tant que ça. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Si ce n'est que c'est l'arrivée de Musk, qui pour moi met un gros pied dans la fourmilière. Et de nouveau, voilà, c'est le principe des mots termes complotistes que je n'aime pas. Je ne suis pas d'accord avec tout sur Musk. Mais c'est ça, avoir un petit peu du jugement, savoir un petit peu les choses qui sont bien, les choses pas bien. Mais en attendant, ce mec-là, il arrive et il tape dedans. Eh ben c'est bien, c'est ce qu'on voulait. C'est une autre vidéo où vous dites qu'il y a des gens qui pensent que quoi qu'il arrive, rien ne changera. Et cette forme de résignation, c'est une forme de domination aussi, vous le décrivez dans votre vidéo, qui est aussi problématique, parce qu'on estime par exemple ces gens qui vont dire Musk va rien changer, Trump va rien changer, rien ne va rien changer. Oh bah alors qu'est-ce qu'on arrête, alors qu'on arrête alors. Et on revient à la soumission dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'on arrête le combat. Voilà, moi je peux pas. Et c'est vrai que moi tous ces gens-là, je ne peux plus les écouter, je ne peux plus les voir déjà, je les supporte pas. Je parle des politiciens au pouvoir, évidemment. Je parle pas c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, je parle pas des petits politiciens de quartier, enfin d'une petite mairie. C'est pas eux dont je parle. Dans le sens vraiment celui qui a du pouvoir, qui l'utilise à mauvais escient. Des Macron, des Véran, des Borne qui se permettent tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils sont au-dessus des lois. La démocratie ne compte plus. Mais ça n'existe pas pour eux, quoi. Et puis au-dessus des lois, c'est hallucinant, quoi. Tu prends Sarkozy qui a un bracelet mais qui part en vacances aux Seychelles. Mais on est où? Moi, je fais ça. Regarde Dieudonné, il ne peut même pas sortir de la France. C'est la question aussi que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Dieudonné? Est-ce que vous avez un lien, des rencontres? Et je pense aussi à des gens qui ont changé de vie, qui ont changé de carrière pendant le Covid, comme le Juste Milieu, donc son prénom. Rémi de Juste Milieu. Est-ce que c'est des gens des artistes que vous avez rencontrés? Ah oui, Rémi a fait pas mal de premières parties à l'époque de Vicious. Il a fait 5-6. Et maintenant il remplit, donc c'était un peu aussi un tremplin pour lui. Mais c'est moi qui l'ai poussé à faire de la scène en fait. Donc il m'en a remercié. Mais non, c'est après oui, entre artistes, ça dépend lesquels en fait. Dieudonné, oui, parce que c'est le patron pour nous. Et je pense qu'il avait compris beaucoup de choses bien avant nous. Et il en a payé le prix bien avant nous. Mais sinon, après, oui, c'est Rémi, voilà, c'est des gens talentueux. Après, d'autres amis aussi qui sont dans le combat et que j'apprécie énormément et qui sont évidemment très mal perçus. Je prends Olive, qui est un gars adorable. C'est une crème, ce type. Vraiment, c'est une crème parce que je le connais personnellement. Et on l'a vu dans TPMP notamment. Ah oui, et je vois qu'il a été une des seules émissions qui a donné la parole à une diversité d'opinions, Ouais. même si c'était que minoritaire, mais il y a eu... C'est pour ça Richard Boutry, absolument. Richard Boutry, Perron y est allé aussi, Raoult évidemment qui est allé. Après, moi je craché sur Hanouna. Alors je suis pas fan de l'animateur dans le sens que le troublion me fatigue. Bon, le petit côté fou du roi, enfin c'est un peu foufou même sans le roi, c'est une fatigue. Mais le fait qu'il ait pu faire venir des gens qui étaient dans l'opposition et leur laisser la parole, bravo et merci quoi. On pouvait en citer d'autres, oui, l'avocat de Raoult, et puis aussi un professeur
dont le nom m'échappe, qu'on pourra mettre en description. Aujourd'hui, donc, comme vous le faites en Belgique, vous soutenez une cause qui vous est chère. En Belgique, l'association s'appelle Innocence en danger. On parle donc d'un don à des associations qui mettent en garde sur des dérives de l'éducation sexuelle à l'école. Ça s'appelle Evrars en Belgique ou Evars en France. Ce soir, vous avez décidé aussi de faire un don. Je crois que c'est Parents en colère. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce thème pour conclure le moment d'échange? Alors, à l'époque de Bisouskos, déjà, je redistribuer tous les bénéfices des goodies, comme on dit, donc des t-shirts, des badges, des bougies, tout ça. Donc je redistribuais les bénéfices pour les infirmières suspendus à l'époque. Parce qu'évidemment, c'était ça le sujet dont on parlait beaucoup, c'était les infirmiers suspendus. Et après, quand voilà, j'ai fini Bisouskos et que j'ai commencé Namasté ou pas, je me suis dit, mais j'ai envie de continuer ça, je veux continuer à aider les gens et c'est là pour ça. Et profitons-en, je tourne un peu partout et ça remplit des caisses et ça donne de l'argent à des gens qui sont dans le besoin et qui peuvent en faire quelque chose. Et là, j'ai été contacté par un gars qui s'appelle Verlaine Urbain, qui représente le collectif Innocence en danger en Belgique. Et donc, c'est un collectif qui se bat, entre autres, contre l'ERVAS, donc chez vous, mais l'EVRAS chez nous en Belgique, l'EVRAS. Et pas que, parce qu'aussi, tu as des enfants qui se retrouvent au tribunal et on les arrache de leurs parents, et ça, mais en fait c'est un problème de parents, et généralement c'est ou le papa ou la maman évidemment qui crée ce problème, et ils sont là pour essayer de trouver une solution pour l'enfant, pas pour les adultes, on s'en fout des adultes. L'enfant en priorité. Voilà, on n'a rien à caler des parents qui s'entretuent, on s'entend, hein, tu vois ce que je veux dire, mais juste, voilà, les enfants, et ça m'a beaucoup touché. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu dans son discours, c'est qu'il était censuré sur les médias. C'est-à-dire qu'il attaquait l'Evras et il a eu le lendemain de ça un article dans le journal où voilà le complotiste facho. T'as eu ça, oui. Ah ben bienvenue au club. J'ai comme ça une page dans le journal, une page comme ça entière, et c'était faut-il accueillir l'humoriste belge d'extrême droite complotiste. Je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est pas grave. Et je dis ah oui, donc on veut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Parce que moi, je suis boycotté en Belgique, hein, c'est fini. Tous les médias me refusent, alors que je les voyais avant. Tu vois, donc j'y allais avant. On parle des médias mainstream ou même mainstream. Ouais, tous les médias citoyens non BAM, j'imagine, c'est non, ça, c'est des gens qui vous soutiennent. Bien sûr. Mais je parle vraiment des médias mainstream. Et j'ai dit, ah oui, donc tu as été même bloqué, quoi. Et il devait passer dans une émission une semaine à jour et 3-4 jours après. Et la direction l'appelle de la RTBF, donc l'équivalent de France Télévisions Belgique en France, et l'appelle en disant désolé, on ne peut pas vous accueillir parce que suite à l'article qui est sorti, la direction refuse que vous veniez. J'ai dit mais c'est juste un article d'un journal qui prétend que je suis ça, mais je ne le suis pas. Laissez-moi vous le démontrer. Et maintenant ils ne veulent pas. Ok. Et il demande intelligemment à l'animateur, qui était quelqu'un de connu chez nous en Belgique, l'animateur, au journaliste, il dit, parce qu'il y a le ministre de la Santé qui allait venir, le ministre de l'Éducation, vous allez voir ce qui allait venir, et il lui dit est-ce que je peux te demander de lui poser une question? Alors c'est quoi? Alors c'était une question très, très banale, c'était sur les donc en quoi la pornographie, c'était pas ça, c'était mieux formulé, mais en quoi la pornographie est utile pour l'enfance? Tu vois? L'émission est en direct, là, et il a tenu parole dans la journée, donc il demande à la ministre de l'Éducation, pouvez-vous juste dire en quoi les films porno sont utiles pour l'éducation de l'enfance, hein, de 6 ans? Vous savez, non, mais vous n'avez pas répondu. Mais non, mais parce que vous n'avez pas répondu. Répondez-moi. Et en fait, il a posé la question 6 fois. Et 6 fois, il n'a jamais répondu. Donc, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent absolument pas leur sujet. Et c'est ça qui m'a touché chez Verlaine en me disant, ok, je préfère des gens comme toi, parce qu'on peut se tromper, mais au moins nous, on y va. On essaie de trouver la vérité, on essaie d'apporter le bien. Et ces gens-là sont juste là pour se congratuler, et puis c'est tout, quoi. Innocence en danger ou Parents en colère en France. Parents en colère, voilà, c'est ça. Ouais. Alors ici, ce sera donc les bénéficieront pour Parents en colère, qui est un collectif donc qui est tenu par Unique, donc le collectif Unique ici à Thionville, dont le président est Fred. C'est avec lui j'ai souvent des contacts, ma femme aussi. C'est la deuxième fois que vous venez avec Unique voilà, à Thionville. À Thionville. Et donc voilà, à la base, moi je donne pas au collectif, mais pour ici je l'ai donné. Je dis parce que voilà, ça le mérite aussi. Et on est dans le même domaine. Voilà, Parents en colère et Innocence en danger. Même engagement. C'est le même engagement. Donc on s'est dit, voilà, on va le faire pour Unique.
Bah, merci d'avoir été avec nous, Stéphane Cuvelier. Merci Je à toi. rappelle 2 dates à venir et peut-être si vous voulez aussi transmettre les vœux aux spectateurs, nous dire un peu ce que vous imaginez pour 2025. En tout cas, on vous reverra à Luxembourg, à Sessanges exactement, le 14 février 2025. C'est Oui. la Saint-Valentin. Ça- Je ça- sais pas s'il y aura Saint-Valentin, un sketch spécial ou quelque chose. Et puis un peu plus loin dans le temps, le 4 mai à Créange, donc entre Metz et Luxembourg. C'est ça. Pour aussi votre venue, voilà pour les dates. Et voilà, et on vous souhaite en tout cas une très bonne année. Et puis voilà, je ne sais pas ce que vous imaginez pour 2025, ce que vous ressentez artistiquement. Et aussi, bah voilà, puisque vous êtes quelqu'un qui observe la vie politique et internationale, donc votre ressenti sur 2025 peut-être pour conclure. Bah, mon ressenti sur 2025, je sens bien, parce que ça fait comme 5 ans que ces couillonnades Covid ont commencé, hein, le 13 mars exactement 2020. 2020. Et donc je pense que c'est après 5 ans, c'est souvent le chiffre qui ressort souvent, qu'une guerre se termine après 5 ans, que des choses mauvaises après 5 ans. Donc je me dis que voilà, on est dans l'année où enfin il va y avoir les vraies révélations. Et je pense sincèrement qu'on soit d'accord avec eux ou pas, mais je pense que Trump, Kennedy et Musk ensemble, je pense qu'ils peuvent Kennedy, faire donc l'équivalent du ministre de la Santé. voilà, Kennedy Junior. un peu plus élevé, je crois. Je trouve en tout cas. Et c'est des gens qui connaissent ce sujet. Donc je pense que ça c'est utile. Alors je dis souvent, nous c'est bien, on est des soldats numériques, mais qu'on le veuille ou non, il faut toujours une hiérarchie. Il doit toujours avoir un colonel. Et pour l'instant, c'est des bons colonels, Musk et tout ça. Donc quand il dit We are the media, nous sommes les médias, il a tout compris. Et c'est ça qui est chouette. Je dis, enfin voilà quelqu'un de cette puissance, parce que lui, c'est pas d'argent qu'il a besoin, hein, s'en fout, il les a. Mais cette puissance permet de nous dire, ça y est, we are the media, on y va, on est avec vous. Et ça, je trouve que c'est très, très, très bénéfique et très prometteur. On verra après, mais j'y crois beaucoup. À bientôt Stéphane. Merci à toi. Merci.